Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Kamal, bienvenue chez moi. Kamal, pendant le Covid, tu te chopes des angoisses. Tu déprimes tellement que tu es bien obligé de faire un point sur ta vie. Alors toi, tu es amoureux, en couple depuis 9 ans, mais ça fait pas mal de temps que tu as des envies sexuelles avec d'autres hommes. Tu as même passé le pas lors d'un festival sans en avoir parlé à ton copain avant. Cette dépression Covid te met devant le mur. Tu te sens bloqué. Tu n'arrives pas à assumer ton envie de couple ouvert, mais aussi, en fait, pas mal d'autres désirs sexuels. Grâce à une thérapie, tu fais un lien avec 2 viols que tu as subis. Vers 6-8 ans, c'était au Maroc où tu as grandi. Depuis ce déclic pendant le Covid, tu détricotes les nombreux impacts que ces viols ont eus et ont encore sur ta vie intime et sexuelle. C'est ça que tu vas nous raconter, ce chemin de réparation pour reprendre le pouvoir sur ta vie et tes désirs sexuels. Surtout qu'avec ton amoureux, vous vous êtes lancé dans une thérapie de couple depuis 1 an. Je sais pas trop pourquoi j'ai écrit surtout. Je trouve que la liaison... Enfin, je suis en train de connecter 2 trucs qui n'ont pas trop de rapport. Si. Ah ouais ? Ouais, si, quand même. Ok, bon. Tu vas raconter tout ça. Kamal, c'est toi qui m'as relancé. Tu avais fait une première proposition de témoignage et tu m'as relancé. Déjà, je te remercie et du coup, je passe un petit message à tous ceux qui ont soumis une demande de témoignage. Si jamais je ne réponds pas ou plus, ça ne veut pas forcément dire que c'est non, donc n'hésitez pas à me relancer. J'essaie de faire au mieux et d'être bien organisé, mais je croule un peu. Et donc, je suis très heureux que tu me relances. Et moi, j'ai vu là un désir, une envie de poser des mots publics. Pourquoi ? Tu m'avais posé la question d'ailleurs dans le pré-entretien, pourquoi j'avais envie de témoigner. Je t'avais répondu un truc du style c'est pour aider les autres, un truc comme ça, je crois. Un peu la réponse où j'ai envie d'aider un peu les autres, mais... Et je t'avais pas engueulé ? Si, tu m'avais un peu engueulé, je me suis dit merde, j'ai mal répondu. Non, je t'avais pas engueulé. Non, bien sûr, je rigole. Mais non, tu m'avais dit... tu m'avais un peu mis devant mes contradictions. Enfin, en gros, tu m'avais dit mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie vraiment ? Comme si j'avais pas voulu répondre à cette question, parce que je me pose souvent la question pourquoi est-ce que j'ai envie de raconter cette histoire ? Enfin, tout mon cheminement. Et je me suis souvenu que quand j'étais en plein dans ma dépression, parfois je parlais tout seul pendant des heures en essayant de me refaire le film de ce qui s'était passé et comment j'en étais arrivé à ressentir des angoisses. Pardon, j'ai ma voix qui tremble un peu. À ressentir des angoisses tellement fortes. Et je me suis dit, mais comment je vais trouver une solution ? Et du coup, je essayais un peu de refaire le film de ce qui m'a conduit à être aussi mal, en fait. Et je pense que c'est en fait un peu ça, d'essayer de poser une histoire qui fait sens pour moi et qui légitime aussi mes actes aujourd'hui. J'ai un peu l'impression de pas réussir à assumer mes désirs. Quand on me pose la question, j'ai l'impression que les gens me jugent. En plus, les gens mes potes, mon entourage, parfois, ont une réaction qui est pas forcément malveillante, mais la manière dont ils posent leurs questions, je me dis, ah oui, là, ils sont en train un peu de me juger. Tu parles de tes désirs sexuels ? De mes désirs sexuels, ouais. Quand je leur dis, j'ai embrassé un mec ou quoi, j'ai l'impression que les gens, mes potes, parfois me disaient, ah ouais. Et du coup, ton mec, il est au courant ? Ce genre de petites remarques comme ça. Et là, tout de suite, j'ai la voix qui vibre et je me dis, qu'est-ce que je réponds ? Voilà, il y a un besoin un peu de légitimer mes désirs que j'ai du mal à assumer, que j'ai eu du mal à assumer avec mon copain. Et même auprès de mon entourage, quoi. C'est quand même, je trouve ça assez fou que de pas avoir l'assise ou les pieds sur terre suffisamment fort pour pouvoir parler à mes potes qui sont pas jugeants, mais moi je le prends toujours comme un jugement. Et même ma psy, j'ai l'impression qu'elle me juge. Donc parfois je lui pose même la question et du coup c'est bien ou mal ? C'est normal ?
Là, juste avant, ta voix a tremblé, pourquoi? Il y a quelque chose que je peux faire pour que tu te sentes mieux? C'est juste un peu l'appréhension du début? Ouais, je pense. Ou bien il y a quelque chose d'autre? Non, je me sens bien. Je me sens un peu en mode waouh, c'est là, quoi. Là, il va falloir parler. Mais je pense qu'il n'y a pas. Enfin, tu m'as pas mis mal à l'aise. Pourquoi il va falloir parler? Parce que c'est un peu one shot, quoi. C'est. mais comme si. On pourrait dire, ouais. Comme si, en fait. Là, ce que je disais, c'était un peu comme un bouquin que j'avais écrit, qui a été publié comme ça, sur lequel on pouvait pas revenir. Mais je sais que c'est pas forcément l'idée, que ça capture un instant de ma vie, mais... Tu pourrais mal faire? Ouais, mal faire, ou être peut-être confus. Le fait que je sois aussi en cheminement toujours actuellement, je sais pas, je me dis que ça arriverait plus tard. Je sais pas, il y a... T'aurais besoin que ça soit parfait, que tu dises les bons trucs pile. Ouais. C'est ça, tout de suite en fait. Exactement. Que tu sois plus en chemin. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit que presque, j'ai bien fait c'est bien tombé que tu m'aies pas répondu la première fois, parce que j'ai eu le temps de faire du chemin entre décembre et avril, quoi. Et mai. C'est vachement intéressant. Ça veut dire quoi de pas être confus? C'est-à-dire, toi, en gros, tu te mets un peu la pression pour que ton histoire, elle soit ultra claire. Ouais, et convaincante, ou pour que les gens me laissent vivre ce que j'ai envie de vivre. Mais quand je dis les gens me laissent, c'est hyper genre la société m'interdit que, mais il y a un truc où intérieurement je me freine et je me dis que les gens autour de moi m'empêchent de faire ça, alors c'est moi qui me mets les barrières tout seul. Dans la thérapie, j'identifie bien qu'il y a une espèce de... Un peu comme si ma mère, en fait, elle me regardait faire, en fait, et qu'elle n'était pas d'accord avec mes actes. C'est marrant, c'est vachement lié à la honte sociale un peu que n'importe qui, ou en tout cas moi, je peux ressentir quand j'ai du sexe avec un homme, quoi. On a comme ça cette petite voix, ce petit... Mais là, j'ai l'impression limite d'aller encore un cran plus loin. Déjà que mon coming out a pris du temps. Enfin, j'ai eu du mal à le dire Enfin, je l'ai jamais dit vraiment à ma mère clairement. Et là, j'ai l'impression que le couple ouvert, ce désir-là, le désir pour d'autres garçons, c'est beaucoup plus transgressif, on va dire, de ma perception. Et en plus, j'ai tellement tout construit autour d'un modèle très être en couple. On a acheté notre appart ensemble avec mon copain. Tout le monde nous disait mais vous êtes les premiers à avoir fait à passer ces étapes, quoi, d'être en couple aussi longtemps. C'est toi qui vas te marier en premier. Ma meilleure pote me disait ça, c'est toi qui vas te marier en premier. Finalement, elle se marie avant moi, mais du coup, il y a un truc comme ça où j'étais un peu genre le mec un peu parfait dans les représentations de ce que c'était que la perfection, quoi. Et aujourd'hui, je suis en train de sortir des rails et j'ai trop du mal, quoi. Ça me fait un peu peur parce que c'est pas totalement fluide avec mon copain sur la question. Enfin, ça commence à le devenir. On avance, mais sur la question du couple ouvert. Sur la question du couple ouvert, du coup, j'ai un peu peur de remettre en question tout le schéma hyper solide que c'est que d'être en couple et de vivre avec l'autre, limite pour l'autre, anticiper les besoins de l'autre. Enfin, tu sais, il y a un peu un truc de couple tel que... Enfin, mes parents, ils sont mariés depuis, je sais pas une bêtise, mais depuis 40 ans. Et ils sont hyper complices, fusionnels et tout, donc je me vois pas prendre un autre chemin que celui ni de mes parents, ni de mon frère, qui est aussi marié, et qui est hyper heureux avec sa femme et tout. Donc, oui, être en couple ouvert, c'est casser ce modèle-là. Ouais. Et ça t'inquiète. Ouais, ça m'inquiète parce que ton frère frappu pousse vers le haut. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ce que ton frère pense? C'est tout ça, c'est toute la question en fait. Et dans la thérapie, j'ai vraiment l'impression de demander l'autorisation en permanence, mais pas que vis-à-vis de mes parents d'ailleurs je leur ai jamais demandé si j'avais le droit d'être gay, mais j'ai eu besoin à un moment donné que ma mère accepte à 100% qui j'étais, parce que parce que je pouvais pas accepter qu'elle m'aime, mais sans le côté gay en fait.
Et j'avais besoin de lui parler, de dire regarde ce que j'ai vécu, enfin tu comprends, enfin essaie de te mettre à ma place. Oui. Et ma fille elle me dit mais en fait vous ne savez pas, vous ne connaissez pas la vie sexuelle de vos parents. Pourquoi est-ce que vos parents auraient besoin de connaître votre vie sexuelle? Et là je me suis dit mais pourquoi est-ce que ma mère doit intervenir, enfin pourquoi est-ce que je fais en fonction un peu de mes parents ou de mon entourage quoi. Bah, c'est marrant parce que moi je trouvais que c'était assez clair ce que tu dis. Tu demandes pas à tes parents. Je crois pas que, si j'ai bien compris, tu leur détailles pas tes pratiques sexuelles et ce qui se passe dans ton intimité sexuelle. Ouais. Tu leur racontes ta vie et ta vie affectueuse. Bah, avec le taf. Enfin, une fois que j'ai dit amour, taf et genre activité de kiff. Je sais pas, sport ou autre. En gros, c'est la vie, quoi. Bien sûr. L'amour, c'est quand même un des piliers, et que ça soit un amour amical, un amour filial, un amour... Il y a plein d'amours. Mais du coup, moi, je suis étonné de la réponse de ta psy, parce que, en gros, t'es en train de dire, j'ai envie de pouvoir partager mes amours, un des piliers de ma vie, avec les gens qui m'aiment. Enfin, pas un pilier de ma vie, je veux pas partager ma vie affectueuse normale que j'ai avec mon copain. Enfin, ça, c'est accepté. Mais c'est-à-dire... De couple ouvert, je parle de couple ouvert, oui. Ta modalité d'amour, si tu peux pas mettre des mots dessus, et si les gens qui t'entourent pigent rien, voire sont contre, bah tu te sens pas sécurisé. Je suis pas trop étonné. En fait, c'est que je pense que ce que la psy veut dire, c'est que... Bon, ok, je peux peut-être parler de ma vie amoureuse, du couple ouvert avec mes parents, mais il faut pas que ça soit... Enfin, j'ai même pas commencé à faire la chose que je suis déjà en train de me mettre des barrières comme si mes parents étaient omniscients un peu. Si tu veux. Je comprends. Et donc, c'est plutôt... t'as ta vie privée et tu peux parler si tu veux à tes parents, mais j'ai pas besoin de l'approbation de mes parents pour expérimenter des choses qui sont pas dans la norme, quoi. Ça me fait penser, ta maman, enfin genre tu m'as dit dans le pré-entretien, quand tu te souviens pas, mais genre dans l'enfance, 8-9 ans, tu te souviens qu'elle a dit la pire des choses qui peut arriver, c'est que mon fils soit gay. Bah du coup je suis psychologie de placard, hein, mais je suis pas trop étonné que tu te sentes en insécurité et de pas être accepté et aimé tel que tu es, quoi. C'est pas ça le lien? Ah si, carrément. Tu vois, tout à l'heure, j'ai eu mon papa au téléphone. Il m'a dit ça va? Et j'ai dit oui. C'est passionnant pour le moment. Et je lui dis ouais, je suis un peu crevé. Je reviens de Zurich où j'ai enregistré un épisode. Il me fait et je lui dis c'est ouf. En fait, il y a des auditeurs qui sont venus de toute la Suisse. C'était trop bien. Et il me fait ouais, c'est chouette. Je sais pas quelle question il pose, mais me voilà en train de lui raconter un peu plus. Je dis, c'est un cercle de parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais plus. Il a dit, mais il t'écoutait parler, ou je sais pas ce qu'il m'a demandé comme. Et je lui dis, non, en fait, c'est un cercle de parole où on parle de sexualité, chacun partage son vécu et tout. Il fait, ouais, cool. Et cette validation d'un des piliers de ma vie qui est ce podcast, mon engagement, ma mission et tout, en fait, si moi je peux pas partager ça avec les gens proches de moi, ou bien si jamais mon père avait fait silence en faisant ou tu vois, si j'avais senti une forme de désapprobation, j'ai du mal à créer un lien pour après être moi avec eux. C'est pas ça le rapport avec... Donc là, on est en train de dire quoi? On est en train de dire, toi, t'as envie d'être en couple ouvert, et le regard de la société, ou en tout cas le regard de tes proches, t'inquiète, et tu te fais déjà des films, et tu t'inquiètes déjà. De ce que... Au départ... C'est très étonnant, quoi. Oui. Je me souviens très bien que j'ai eu du mal à parler de mes désirs au départ. Et en plus, mes premiers désirs sont arrivés, je sais pas, en 2019, quelque chose comme ça. Et j'avais l'impression de faire un truc de malade. Désir pour d'autres mecs, ouais. Okay. Donc en gros, tu rencontres il y a 9 ans ton copain. Ouais. En 2019, tu le kiffes toujours, ou bien vous avez... ce désir pour les autres, est-ce qu'il est connecté à un déclic, une petite crise, ou aucun rapport?
Aucun rapport. Ce désir pour d'autres mecs, je t'avais dit, c'était une prise de, je crois que c'était MDMA ou un truc comme ça. Et j'ai découvert... Une assurance, zéro blabla, zéro tracas, MMA. Ah, MDMA, c'est une drogue de synthèse qui pousse à... Enfin, qui donne... Je sais pas, qui désinhibe, qui donne beaucoup d'amour. Enfin, moi, j'avais l'impression d'aimer tout le monde, d'avoir envie de toucher les gens. C'était assez intense. C'est la première fois. J'essaierai de couper ma blague au montage, que je ne fais pas. C'était nul. C'est pas la drogue qui te donne l'idée d'avoir du désir pour les autres. Tu l'as, c'est la drogue qui te désinhibe, n'est-ce pas ? Ouais. Ok. Ouais, enfin ça, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop. Mais en tout cas, je me suis dit, de manière totalement, d'ailleurs artificielle, parce que ça met dans un état totalement, enfin, d'esprit modifié, comme on me dit. Et je me suis vu embrasser un autre mec, et je me suis dit, waouh, attends, c'est tellement cool. Et avant ça, t'avais jamais eu de désir pour d'autres hommes ? Ah ouais, tu te masturbais pas en pensant à d'autres dans ton couple ? Non, jamais. Jamais. Ok. Et ta sexualité à ce moment-là avec ton mec, c'est comment ? À ce moment-là, notre sexualité elle a toujours été stable dans notre couple. Enfin, on a toujours couché ensemble régulièrement. Enfin, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Enfin, sauf au début, bien sûr, mais il n'y avait pas forcément de baisse de sexualité avec mon copain. Mais c'était vraiment Enfin, à ce moment-là, en fait, on peut me désirer. Enfin, en plus des mecs qui me paraissent être vachement attirants, en fait, peuvent m'embrasser. Et là, je me suis dit, waouh. Enfin, en fait, en plus, bien sûr, après la prise de drogue, il y a une descente qui m'était hyper désagréable. Et je ruminais, je me disais, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Putain, j'ai envie de recommencer. Mais en fait, j'avais pas eu un désir sexuel, je pense, mais j'ai eu besoin à un moment donné de plaire, de me sentir accepté, qu'on accepte mon corps en fait et mon physique. Et je me vois aujourd'hui un peu moins, mais je me regarde souvent dans la glace en me disant ah, je suis trop gros, j'ai un visage, c'est dur ce que je veux dire, j'ai trop un visage d'arabe. Genre comme s'il fallait ressembler à une espèce d'archétype, je sais pas, blond aux yeux bleus, quoi, un truc, enfin, je sais pas, mais... Tu veux te décrire ? Tu veux te décrire ? Non. Si. C'est peut-être violent de te décrire justement après ce que tu dis. En fait, peut-être ma question, c'est quoi un visage d'arabe ? Est-ce que tu peux tu peux me dire ce que moi je vois sur ton visage que tu considères être des traits qui est d'un visage arabe ? C'est tes cheveux, ton front, tes yeux ? Ouais, j'ai les cheveux bouclés. Je sais pas. C'est dur comme question. Oui, il m'a dit j'ai un visage d'arabe. Ouais, mais après c'est. Il est où ? En plus, quand je vais au Maroc, on me prend absolument pas pour un Marocain. Donc, je pense que dans la moyenne, on va dire. Je sais pas si en fait, préjugés racistes peut-être. Ouais. Donc c'est peut-être pas bien, mais comme on est dans le sujet, pour moi, t'as une tête d'Italien. Ouais, t'as vraiment l'air italien, quoi. Ouais. Non ? On m'a déjà parlé en italien, ouais, à l'étranger. J'avais les cheveux longs avant, on m'appelait... comment est-ce qu'on m'appelait déjà ? Antonio Banderas. Ah, donc je dis pas que de la merde. Non. Ok. Toujours est-il que nos cerveaux nous produisent des histoires, c'est ça l'important. Ouais. Enfin, c'est que c'est vivant pour toi, même que ça soit pas forcément validé pour les autres. Ouais. Donc toi, en gros, alors, tu es en couple, vous vous aimez. Comment est-ce que oui, vous vous aimez ou pas ? Oui, bien sûr. Ça se passe plutôt bien ? Oui, ouais. Très bien. Au moment où, du coup, tu fais l'expérience en festival d'embrasser d'autres gens, oui. Tu découvres ce kiff d'être désiré par d'autres et je crois entendre « Ah, ce mec, il est trop beau, c'est ouf qu'il soit attiré par moi ». Et ce que la drogue désinhibe, c'est ta petite voix intérieure qui te dit « Je suis trop gros, j'ai trop un visage d'arabe », sous-entendu que c'est pas bien d'avoir un visage d'arabe, que en tout cas ça attire pas les gens. Comment ces petites phrases méchantes, en fait ça m'arrive, c'est tellement ma réalité que j'ai du mal à avoir l'audace de te poser la question, mais
comment c'est possible que tu aies ces narratifs d'autodétestation alors même que tu es aimé et désiré par quelqu'un régulièrement, par ton amoureux, par ton copain? C'est une bonne question. En fait, je me dis, en plus, la manière dont on s'est rencontrés avec mon copain, c'était une histoire j'ai l'impression que c'est un peu le hors-série, tu sais. Genre, j'ai rencontré mon copain, mais c'est pas à lui que je veux plaire, parce que de toute façon, en plus, on est... C'est bizarre, c'est un peu confus. Je sais pas. Si, je pense que je pense que ton cerveau dit, c'est pour de vrai, votre relation, mais elle la déprécie. Ton cerveau déprécie un peu la relation. Pourquoi c'est un hors-série? Vous vous êtes rencontrés comment? C'est quoi On s'est rencontrés au Maroc, dans une soirée, dans un espace privé, enfin une maison privée, pas dans une boîte, quoi. Et on s'est rencontrés de manière totalement par hasard. J'étais en date Grindr, et ce mec-là me propose d'aller dans cette maison. Et donc mon copain était là-bas. Tu as quel âge? 32. Parce que, juste pour remettre un peu de contexte, toi, tu grandis au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, tu viens en France. Oui. Là, tu étais de retour au Maroc pour des vacances, j'imagine. Ouais. Ok, d'accord. Exact. Donc, tu as couché. Ce plan Grindr a eu lieu? Non. On s'est même pas embrassé. Ok. Je dis ça parce que mon copain a vraiment longtemps cru qu'on s'était embrassé. Et du coup, il était hyper jaloux de ce mec et tout. Donc ça... c'était un moment très, très marrant, parce que il y avait... il exagère, ton copain, c'est numéro 2. T'as le droit d'avoir embrassé un mec avant lui. C'est vrai. Non. Non. Okay. Bon, donc, plan Grindr, en fait, non. Vous allez à la teuf. Ouais. Et là, tu le vois. Il m'est arrivé une expérience à San Francisco, il y a genre 15 ans, où je rentre dans une boîte. Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Et là, je vois, comme dans les films, au fond de la boîte, il y a je vois clairement quelqu'un, et comme c'est comme si les gens, c'est Moïse, quoi. Genre, il y avait du vide entre lui et moi, et que des gens qui dansaient autour. Tu vois ce que j'essaie de décrire? Là, c'est comme si j'avais pas pris de drogue, hein. Tout allait à 2 à l'heure. Il y avait un ralenti, c'est ça que j'essaie de dire. Et on se regarde et on tombe un peu amoureux. Je dis un peu parce qu'après, en fait, il était en couple. Moi, j'étais là pour 10 jours. Enfin, c'était ça dans la soirée pour toi au Maroc, là, quand t'as vu ton copain? Non, c'était un peu plus subtil. Enfin, je sais pas. Mais en fait, je me souviens très bien. Ça va lui faire plaisir quand tu vas écouter l'épisode. Ouais, je me souviens, il était de profil et il riait, mais genre, il était hyper joyeux, quoi. Et je sais pas, il m'a semblé hyper solaire et tout. Et c'est marrant parce que j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc avec lui, mais je savais pas trop décrire si j'étais attiré. Mais en tout cas, il y avait un truc, quoi, qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est lui qui essayait d'envoyer des signes après, mais moi j'étais un peu gêné par rapport à ce date Grindr, donc j'osais pas trop me laisser aller avec lui. Et finalement, il s'est rien passé pendant ce soir-là. Et toi, t'es en vacances, t'es là pour quelques jours. Moi, je suis là pour quelques jours. D'accord. Et on se revoit à Paris 4 mois plus tard. Donc ton copain n'habite pas au Maroc? Mon copain, on le date. Non, mon copain actuel, ouais, il habite à Paris. Il est pas aussi par hasard dans la même soirée. Ouais. Et vous habitez en fait dans la même ville. On habite dans la même ville, ouais. J'adore pour le moment. Mais on n'a pas pris contact. Si, on s'est pris nos comptes Facebook. On s'était ajoutés. Qui a demandé d'abord? Je sais plus. Je sais plus du tout. On a dû se dire comme ça, bon, on se donne nos contacts. Il n'y a jamais de on. Il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Parce qu'on essaie. Tu sais que là, on enquête pour savoir pourquoi tu considères que c'est un hors-série. Oui. Bon, déjà, c'est un hors-série pour moi parce que bon, là, dans cette soirée, pour faire un petit aparté, c'est donc cette soirée-là, c'est la maison, c'est une maison que je connaissais en fait.
Ah. C'est là, dans la ville où j'ai grandi, en fait. Et il s'avère que quand c'est mon père qui m'a déposé avec ce date Grindr dans cette maison, je me suis dit, je vais dans la gueule du loup. J'avais pas fait mon coming out à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais dans la gueule du loup, je connais cette maison. C'est la maison d'un pote à moi du lycée. Et je savais son grand frère était gay. Et ce grand frère connaît ma belle-sœur et la sœur de ma belle-sœur. Donc, en fait, je me disais, en allant là, je vais faire mon coming out, en fait. Enfin, forcé, parce que je possiblement... Enfin, en fait, tout le monde va comprendre. Je vais pas atterrir comme ça avec un mec random dans cette soirée sans être gay. Enfin, en tout cas, je me suis dit, il y a trop de signes, en fait, qui vont m'afficher, quoi, en fait, en quelque sorte. Et il s'avère que mon copain actuel connaît aussi ma belle-sœur et sa sœur. Et quand j'étais d'ailleurs étudiant, enfin quelques années auparavant, donc j'ai rencontré, j'avais 23 ans. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 20 ans. Je me souviens que mon frère parlait de ce groupe d'amis que j'ai rencontré au Maroc. Et il disait, ah ouais, c'est tes potes, en parlant à sa belle-sœur. C'est un peu confus là, les liens de famille. Et il dit, ah ouais, c'est ton groupe de potes qui sont pédés comme des phoques. Ouais. Et là, déjà, bon, à l'époque, ça me fait un peu de mal parce que je me dis, en fait. Ou toi, en fait, loin. Tu te dis, là, mon père me lâche dans la maison des pédéphoques. Ouais. C'est ça qui te. Oui, c'est ça. Enfin, oui. Qu'est-ce qu'on fout là à demander à papa de nous conduire avec notre date Grindr et tout? C'est très bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais pourquoi? Parce que il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de moyen de locomotion. Oui, parce qu'au Maroc, enfin, en tout cas, dans ma famille, mes parents ne me laissaient jamais prendre le taxi tout seul. Il fallait qu'ils m'accompagnent. Okay. C'est simple, juste parce que c'est sympa, pas pour me contrôler ou autre. C'est plus safe de déposer. Ok. Ouais. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et donc c'est un hors-série. Pourquoi c'est un hors-série? Parce que pour moi cette histoire elle est magique, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu eu un coup de foudre qui a complètement pas mis dans l'équation le critère de beauté. Moi je trouve que mon copain a pas une beauté d'archétype tel que je le décris. Je le trouve beau à ma façon, mais c'est pas la beauté que tu vas voir, je sais pas, sur des magazines ou autres. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait le couple amoureux enfin, je suis amoureux de lui pour certaines raisons, mais ça vient pas, en tout cas, en plus à l'époque, j'avais beaucoup moins confiance en moi et tout, donc c'est hyper bizarre ce que je vais dire, mais c'est que je me suis mis à faire du sport depuis et tout. Et à l'époque, quand j'avais quelques kilos en trop, je me disais encore moins, de toute façon, un jour je pourrais plaire ou quoi, tu vois, genre. En fait, j'étais pas du tout sur un critère de beauté et je pense, et aujourd'hui, je suis pas, c'est hyper bancal ce que je dis. Mais ça l'est pas du tout. En fait, enfin, je veux dire, c'est pas bancal, mais je veux dire, j'ai pas envie de penser ça, tu vois. Ouais, c'est un peu du poison dans. Ouais. Moi, je te remercie. Je remercie ton cerveau de nous avoir proposé son narratif de en quoi c'est un hors-série et tout. J'y crois pas un instant. Enfin, je crois en ce que tu dis, mais non. La drogue t'a désinhibé et du coup, soudainement, tu dis putain, je peux plaire. Je crois que depuis le début, tu plais. Je crois que depuis le début, tu croises dans ta vie, on croise dans nos vies des gens qui nous trouvent beaux et que la beauté, c'est toujours dans l'œil de la personne qui regarde. C'est pas une question de magazine et tout, c'est une question de tu plais à des gens, tu plais pas à des gens, et ce depuis le début, quelle que soit ton apparence physique. Donc là, ton cerveau est en train de dire attends, non, en fait, Guillaume, faut que tu comprennes, il y a une série et il y a un hors-série. Et moi, je dis mais non, mais c'est tout la même chose, quoi. Bien sûr. Tout le temps. Oui. Et c'est juste une question c'est une question d'estime de soi. Mais tu es beau. Merci. Non, mais tu es beau. Et il y a des gens qui nous trouveront pas à notre goût. Ouais, à leur goût. Et c'est ça que la drogue te permet dans le festival. Et tu t'étonnes toi-même de pouvoir plaire.
C'est ça qui se passe. Et tu te dis, waouh, on est en 2019, il y a tout ça qui se passe dans ta tête, t'as pas envie de sexe avec d'autres, ça s'est jamais venu à toi, tu te masturbes pas, en tout cas avant le festival, il y a un déclic vraiment au moment du festival, et tu te dis, trop cool, je peux plaire, et donc j'ai envie de vivre ça, c'est ça? Est-ce que tu peux me décrire, parce que tu me disais tout à l'heure notamment que ton copain n'est pas forcément encore totalement aligné, encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux me décrire le couple ouvert vers lequel tu tends? La perfection dans l'idéal, c'est quoi pour toi ce nouveau modèle que tu aimerais vivre dans ta vie? C'est marrant parce que en 6 mois, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de changements sur ce que c'est que ma perfection du couple ouvert. Pourquoi 6 mois? En fait, parce que depuis septembre, j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai... 6 mois, j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie avancée avec mon copain d'ailleurs sur le couple ouvert. On a vraiment commencé à en parler depuis septembre et je suis passé par une envie de polyamour, mais parce que en fait, à un moment donné, c'était tellement intense comme ça, je me disais, putain, j'ai envie de vivre le truc à fond et j'ai pas envie forcément de rencontrer un mec juste pour coucher avec lui. Il y avait comme un peu les mecs que j'ai pu embrasser là, et qui ont créé un désir très fort, je me disais mais en fait j'ai envie de les connaître, j'ai pas envie que ça soit juste un coup d'un soir. Putain, je leur plais, j'aurais jamais cru que j'aurais pu plaire à ce mec là, il s'intéresse à moi, je m'intéresse à lui, on se parlait beaucoup. Et quand j'ai raconté cette envie-là à mon copain dans notre thérapie de couple, lui, il s'est un peu effondré, en fait. Pour lui, revoir un mec, c'est un no-go, quoi. Le fait de revoir un mec plusieurs fois, de coucher avec lui, de créer une relation avec une autre personne, pour lui, c'est pas possible, en fait. Mm-hmm. Parce que toi, en 2019, au moment du festival, ton cerveau, il dit, je crois que tu l'as dit, je veux plaire. Donc en fait, le couple ouvert, c'est une façon de nourrir ton estime de toi et de te connecter, enfin, pas forcément que de l'estime de toi, mais de te nourrir de l'attirance des autres. Et en fait, d'un Kamal, enfin, tu vois, toi, t'as envie de grandir et de te nourrir du regard des autres. Et donc, c'est pour ça que tu as envie d'être en couple ouvert. Tu demandes si c'est du polyamour ou pas. Ouais. C'est pour kiffer, quoi. Parce que tu vois, moi, je te répondrais, moi, mon envie de couple ouvert, c'est parfois un peu plaire, mais c'est aussi vivre une sexualité que j'ai pas pu vivre sinon. J'ai pas eu une adolescence de sexualité, donc là, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Ouais, en fait, ce que je pense que c'est pas uniquement de plaire. En fait, quand je me rends compte que je plais, ça me déstabilise complètement, en fait. Tu sais, j'ai comme un choc. Je me dis, waouh, il s'est passé ça. Et donc, les fois où j'ai pu embrasser des mecs en soirée, le lendemain, mais j'étais Déjà, je culpabilisais énormément parce que j'avais trompé mon mec. Et en plus, je me disais, mais qu'est-ce que ce qui s'est passé va avoir comme impact sur ma vie? Putain, pardon. Putain, le mec m'a... On peut dire putain. C'est sorti comme ça. Mais du coup, le mec... en fait, j'ai réussi à lui plaire, mais en fait, j'ai envie de le revoir. Parfois, j'ai pas pris les contacts et je me suis mis à stalker jusqu'à trouver le mec pour essayer de renouer un contact et voir si je lui plaisais vraiment ou pour essayer éventuellement de le revoir. Enfin, j'estime que c'est pas très... Ça montre pas... Enfin, j'ai l'impression que... Tout ce que j'ai pu vivre à chaque fois comme quand j'ai été validé par les autres, ça m'a pas procuré que du bien, mais ça m'a énormément mis une espèce de... C'était un séisme presque à chaque fois pour moi. La validation des autres, c'est pas mal du sucre blanc, quoi. Ça nourrit pas des ouf. Puis il y en a jamais assez. Il y en a jamais assez, ouais. J'avais besoin de... T'en veux plus. Ouais. Puis en plus, tu vas croiser des gens qui te valident pas, et du coup, ça secoue. Ouais. Mais... Ouais, vas-y. Mais aujourd'hui, déjà, j'adore rencontrer des nouvelles personnes et discuter avec elles. Donc attends, aujourd'hui, vous êtes en couple ouvert? Aujourd'hui, on est... Oui, on est en train. On a fait notre premier plan à 3. Ok.
La semaine dernière. Ok. C'est pas vraiment notre premier plan, mais notre premier plan vraiment consenti où on avait réfléchi ensemble un peu à la question. Ok. Mais non, c'est pas totalement. Il est pas en tout cas aujourd'hui 100% à l'aise à me voir aller voir d'autres garçons et à le laisser un peu sur le carreau. Ok. Mais il y a un accord. Depuis le festival, tu lui as caché un temps, puis tu lui en parles. En fait, je lui en ai parlé tout de suite. Pendant le festival. Bon, j'ai mélangé deux choses. La prise de drogue, c'était pas un festival, c'était un peu avant. Mais pour moi, le festival, c'était vraiment. Bref, on s'en fiche, c'est un peu un détail. Mais du coup, à ce festival, quand c'est arrivé, c'était pas autorisé parce que la drogue a permis. Enfin, quand j'ai pris la drogue, j'ai demandé à mon copain est-ce que je peux faire ce que je veux. Il m'avait dit oui parce que c'était dans un contexte de drogue. Mais le festival, c'était. J'étais totalement. Je l'ai fait sur ma propre initiative sans lui demander l'accord. Mm-hmm. Et quand je l'ai fait, je me suis senti tellement mal que j'ai dû lui dire le lendemain, en pleurs, j'ai embrassé un autre mec. Et donc, depuis, oui, j'en ai parlé régulièrement. Quand j'ai commencé à être en dépression, il y avait des moments où je sortais de la thérapie, ou des moments où je me sentais très, très mal, où on parlait, et je lui disais un peu que j'avais des désirs, que j'avais du mal à accepter. Il me disait, le pauvre, c'est horrible. Si t'as besoin, tu peux le faire. Si ça peut t'aider à aller mieux. Si t'as envie de coucher avec d'autres mecs. Donc, en fait... T'as fait ou pas ? Ce que j'ai pas fait quand j'étais vraiment en dépression, non, je l'ai pas fait. Donc, vous êtes en couple mi-ouvert ? Ouais, plus ouvert que pas ouvert quand même aujourd'hui. On a assez avancé, mais on est encore en rodage. Zone grise. Ouais. T'as dit voyage ? En rodage. En rodage, très bien. J'aimerais qu'on termine cette partie sur la question que je t'avais posée avant. Tu tends vers quoi ? C'est quoi si tu devais répondre simplement, et j'entends du coup, oublie ton copain. C'est un exercice, je te demande pas de l'oublier, mais là... Imagine qu'il est 100% d'accord avec toi sur quelques modalités que tu souhaites. Ça serait quoi tes modalités, toi, de couple ouvert ? Moi, j'aimerais pouvoir ne pas avoir à lui cacher quand je vois un mec. Pardon, je commence pas par le bon. Enfin, j'aimerais pouvoir déjà revoir les personnes que je peux rencontrer. Pouvoir avoir, pas forcément une relation amoureuse, mais une relation amicale qui puisse... tendre vers du sexe, quoi. Donc pas de one shot. Pas de one shot. Revoir les gens. Ouais. Ok. Si j'en ai envie et ne pas être dans un modèle où il faut absolument lui cacher et le rencontrer un peu dans les interstices, quoi. Ok. Quand il est pas là, ou bien entre le boulot et le sport, ou. Ok. Enfin. Vous habitez ensemble. On habite ensemble, ouais. Ouais. Et donc, il y a plusieurs... dans cette modalité de communication, il y a un prisme. Les deux extrêmes, c'est je ne veux rien en savoir, c'est-à-dire faut que ça soit totalement invisibilisé dans la relation, tu te démerdes. Et le prisme tout opposé, c'est tu me racontes tout. Et si jeudi soir, on avait prévu une soirée en amoureux, mais qu'en fait, tu as un plan avec quelqu'un d'autre, tu me le dis et puis on se réorganise. Toi, c'est quoi que tu as envie sur ce prisme ? Ouais, clairement, pas annuler mon copain pour aller voir un autre mec, mais pas lui raconter tout dans le détail, mais au moins lui dire, je sais pas, samedi après-midi, j'aimerais aller faire une expo avec un mec, quoi. J'aimerais pouvoir lui dire ça. Attends, tu m'as perdu parce que non, attends, j'ai un bug. Le moment, en fait, là, c'est une date et c'est du polyamour. Non, je peux pas dire ça. Excuse-moi, je vais me faire engueuler. En fait, ce n'est rien. C'est pas moi qui suis le détenteur des définitions et c'est faux. Tu peux tout à fait aller faire une expo puis baiser et c'est un couple ouvert. Pardon. Mais c'est vrai que tu m'as surpris. En fait, tu as envie de pouvoir avoir des activités non sexuelles avec des plans que tu reverras. Ouais. C'est ça. Pardon, ouais. Oui, c'est ça. Et et que ton copain le sache. Et que mon copain le sache. Ou en tout cas, si jamais... c'est horrible. J'ai l'impression... j'ai pas envie d'être bloqué. Tu vois, il y a un mec qui me dit... Ça te dit d'aller faire un concert et lui dire...
Ah ben non, en fait, la prochaine fois que mon copain est pas à Paris, c'est dans 3 mois. Ok, donc on pourra faire un truc à ce moment-là. Ok, ouais. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'il y a des accords de couple ouvert qui sont quand on n'est pas dans le même pays, dans la même ville et tout, qui est plus du côté genre je veux que ça soit assez invisible dans notre fonctionnement. Ok. Tu as ajouté quelque chose sur ton couple ouvert idéal? Donc toi, ouais, tu souhaites entretenir des relations, mais tu te mets une limite sur les sentiments. Ouais. Je n'y crois pas. On décide pas de tomber amoureux. Oui, on décide pas. Et si tu sens que tu as la capacité de tomber amoureux de plusieurs personnes, bah, on en reparlera en tout cas. Enfin, ouais. en tout cas, aujourd'hui, vis-à-vis de mon copain, c'est pas ce dont j'ai, ce dont enfin, oui, mais pardon. On est dans l'exercice où il est. On est dans l'exercice où en tout cas, on pense pas à lui. Mm-hmm. On peut pas créer avec son partenaire un accord si chacun n'a pas décrit son idéal. Parce que du coup, moi, bien sûr, on va faire des compromis, mais si à la base, on sait pas ton désir, bah, on sait pas d'où faut faire des compromis, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui est compromis? Ouais, c'est hyper compliqué, je trouve, de définir ce dont j'ai envie parce que j'ai envie d'expérimenter pour. Ok. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai un peu légitimé le fait que j'ai embrassé d'autres mecs, parce que je me disais, mais comment est-ce comme la communication d'ailleurs sur le sujet du couple ouvert était tellement compliquée avec mon copain que, enfin, j'avais besoin d'arriver avec déjà des petites choses que j'ai expérimentées parce que, je te parlais au début de, je me sens pas légitime dans mes désirs, etc. Si face à mon copain, je suis dans un mode peut-être que j'ai envie de couple ouvert, peut-être que j'ai envie de ça, peut-être que j'ai envie de ci, que j'ai pas expérimenté pour vraiment me dire c'est ce dont j'ai envie. Bien sûr. Pour moi, ça peut pas marcher. Donc, là, j'ai expérimenté des petites choses. Je vois que, d'embrasser un mec, j'ai jamais réussi à vraiment coucher avec un autre mec. Donc, je sais même pas. Sauf en la présence de ton copain. C'est ça. Je sais pas ce dont j'ai envie avec d'autres mecs, quoi. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une pression sur toi, en plus parce que tu sais que ton copain est en train d'écouter. Il y a peut-être une pression sur toi. Parce que on vient secouer la relation monogame quand on essaie de l'ouvrir. Donc on devient responsable et donc on est censé un peu avoir des réponses, un peu avoir des... Alors que c'est pas le cas. On peut pas avoir les réponses avant d'explorer, quoi. Ouais. Il me dit souvent, c'est quoi tes désirs? C'est quoi ton intention? Bah baiser et aller à des concerts. Ouais, mais quand je lui ai dit... j'ai envie de pouvoir revoir la personne. Il a une réaction de peur, panique. Ouais, bien sûr. Et c'est très dur pour moi parce que à la fois, j'ai besoin de me sentir légitime à avoir ses désirs, de les accepter, etc. Et j'ai en face quelqu'un qui se rend super mal à écouter ce que j'ai à lui dire, en fait. Ouais, donc, sûr, ouais. En fait, je me dis, mais en fait, je fais n'importe quoi. Je suis en train de le faire souffrir, c'est pas juste. Et après, je retombe dans un truc de, où je me dis, ouais, mais pour essayer de me donner un peu de force, je me dis, ouais, mais de toute façon, on m'a interdit quand j'étais adolescent de vivre mes désirs. J'ai jamais pu coucher avec les mecs que j'ai désirés. Donc maintenant, c'est à moi qu'il faut penser. Maintenant, je dois penser à moi maintenant. Mm-hmm. Ouais, tu te demandes entre le désir de prendre soin de l'autre et le désir de prendre soin de moi. Il y a un peu un combat, quoi. Ouais. Mais je te comprends vachement parce que je suis dans un couple ouvert où mon mec, lui, en gros, les modalités, qu'est-ce que j'ai le droit de dire au micro? Lui va coucher sans revoir les gens. Et je me rends compte que s'il revoyait les mêmes personnes, ça viendrait appuyer un endroit de vulnérabilité pour moi de ouf. C'est un peu une manière chaloupée de dire je serais en panique. Je me sentirais inquiet de le perdre, de me dire que ça active dans mon cerveau tout un tas de trucs de je suis pas assez, de jalousie. Je crois que c'est ça, la jalousie. Je me dis putain. Et ouais. J'ai envie qu'on termine cette partie. Ça fait 2 fois que je le dis. Dans l'épisode suivant, j'aurais envie... Moi, je me rappelle, dans le pré-entretien, tu m'as dit... je fais le lien entre les viols
qui me sont arrivés et ces défis de couple ouvert. Et comme ils sont jamais... Tu m'as dit ça, t'es d'accord ? Ou tes défis plus généraux, mais aussi celui-là. Et ils sont pas du tout venus là dans notre conversation. On n'en a pas du tout parlé. Et j'ai des questions du coup pour toi. J'aimerais qu'on finisse sur... Tu rencontres ton copain au Maroc, vous échangez vos Facebook, et je me souviens que tu as dit on se parle pas pendant 4 mois. Pourquoi vous avez attendu 4 mois avant de vous revoir ? Non, c'est un peu bête. La raison, c'est juste... Lui, il était assez jaloux du mec que j'avais rencontré et j'avais l'impression qu'il faisait un peu la gueule. Et il y avait besoin d'un prétexte pour se revoir. Donc, on a matché sur Tinder. Et pour le revoir, au lieu de le revoir en tête-à-tête, j'ai demandé à quelqu'un, bref, quelqu'un de ma famille qui le connaît, de prendre un verre ensemble pour pouvoir reprovoquer la relation. C'est vraiment tout con. Et c'est vrai ça, il boudait? Ouais, il l'a dit. Ouais, encore aujourd'hui, il me parle de ce mec de manière un peu négative. Du coup, enfin toi, tu te sens dans une relation où lui, il est assez possessif. Enfin, c'est un bon terme. Non, il est pas possessif. Il a vraiment juste peur de me perdre, que je parte avec quelqu'un d'autre. Mais je sais pas si le terme possessif c'est vraiment le bon terme. Ouais, il a peur. Ouais. Il est pas d'une extrême jalousie ou à demander à ce que je sois là tout le temps. C'est horrible cette impossibilité de contrôler l'autre. Ouais. Parce que en fait, la vérité, c'est que quelles que soient les modalités de choix du couple, on peut se perdre matin, midi, soir. Parce qu'on peut mourir, parce qu'on peut tomber malade, ou parce que l'autre peut avoir des désirs et des besoins incompatibles. Et moi, quand j'y pense à la possibilité de perte de l'être aimé, je trouve que c'est difficile de naviguer, ça fait flipper, quoi. Mais parce que moi, je me sens un peu jaloux et je me connecte à ton copain. Et en fait, quand j'y pense et que je me dis, et que je pense à toutes les autres options, plus probables d'ailleurs, qui expliqueraient que je vais perdre mon copain, et à quel point je les contrôle pas. Et je pense que mon copain était à l'hôpital et il va très bien maintenant. Mais j'ai senti, et il n'est pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais la maladie, en fait, genre, elle s'impose dans ta vie, tout s'arrête d'un coup et tout est si fragile. Voilà. C'est un peu plombant. J'ai pas de solution, mais je trouve que c'est fragile, quoi. Le couple est fragile, donc je comprends qu'il ait peur. Le dernier truc, le rebond en revanche, c'est que plus on a peur de quelque chose et plus on le fait advenir. C'est ça qui est terrible. Ouais. Parce qu'en fait, à pas vouloir perdre l'autre, on se met à l'empêcher. Et c'est en l'empêchant que lui va être malheureux et donc partir. Ouais. C'est horrible, hein. Ouais, je me suis parfois posé la question. Je me dis, mais si j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais ? C'est parce que je vais pas vivre indéfiniment en étant frustré, quoi. Mais bon, aujourd'hui, ça avance très bien et tout. Et tu vas nous raconter. Ok. Au prochain épisode. Ça te va ? Très bien. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices.
Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.